Bonjour à tous, donc voici une petite présentation de la notion de nombre dérivé, de fonction dérivée, qui va être très utile d'avoir bien compris avant de faire le moindre calcul. Donc cette partie-là, il n'y aura pas beaucoup de calculs, même quasiment pas. Mais par contre, il faut bien comprendre les notions. Donc sur l'exemple qui est ici, j'ai tracé une fonction, qu'on va appeler une fonction f. Je n'ai pas donné le calcul qui permettait de tracer cette fonction. On a déjà son résultat. Enfin, quand vous avez une fonction, c'est qu'à chaque abscisse, ici, on peut calculer grâce à la fonction une ordonnée et placer un point. Et l'ensemble de ces points, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc pour le point x1, je mets x1 dans le calcul que je ne vous ai pas donné, voilà, qui existe, il y a un calcul, et bien on trouve la hauteur, et ça nous fait un point m1. Pour x numéro 2, j'ai un point m2, etc., etc. Donc dans un premier temps, on peut donner les résultats, les relever graphiquement ici, puisqu'on n'a pas le calcul de chaque valeur de x par la fonction f. Donc ici, par exemple, le point x1, il a comme abscisse, on va supposer qu'un carreau, c'est une unité, et bien c'est l'abscisse x égale 1. Donc mon abscisse ici, il vaut 1. Mon ordonnée qui lui correspond, c'est y1, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 9. Donc on dit que 9, c'est f de x1. f de 1 même, pour être plus précis, puisque x1 ça vaut 1. 9 c'est f de 1, ou f de 1 égale 9, l'écriture générale qui est ici. Ensuite, pour le x2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien l'abscisse du point M2 à 5. La hauteur c'est 1, 2, 3, 4, donc je suis à la hauteur 4. Et comme ça, je peux relever tout le tableau de valeur de la courbe. D'habitude, on a la calculatrice qui nous donne le tableau de valeur, puis on trace la courbe. Là, je l'ai fait un peu dans l'autre sens. Ensuite, pour le 3, ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai x égale 8. La hauteur, c'est 1, 2, 3, 4. Je me suis peut-être trompé tout à l'heure. Oui, c'était 4 ici, pardon. Là, j'ai... C'est bon, je ne me suis pas trompé, excusez-moi. Je ne me suis pas trompé. Donc, ensuite, ici, là, je suis pour le point M3 à x égale 8 et en hauteur 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, le 5 est un abscisse, c'est ce qui m'a induit en erreur. Ensuite, on continue. Donc, pour le point M4, ici, je suis donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en abscisse. Ma hauteur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le point M5, donc puisque là j'étais à 10, je dois être à 12. La hauteur c'est 1, 2, 3, 4. Enfin, pour le point M6, je suis à 13. Et ma hauteur vaut 0, je suis sur l'axe. Donc voilà, je viens de faire à l'envers ce qu'on fait quand on trace une fonction. Il y a donc un calcul qui s'appelle f de x, qu'il faudra expliciter, qui quand je mets 1 dans ce calcul donne 9, quand je mets 5 il donne 4, quand je mets 8 il donne 5, etc. Quand je mets 10 il donne 7, quand je mets 12 il donne 4, et quand je mets 13 il donne 0. Voilà, ce calcul je ne le connais pas, mais en tout cas on peut retenir que la fonction f, elle calcule pour chaque abscisse la hauteur, l'ordonnée, la hauteur des points qui sont repérés par cette abscisse. Donc la fonction f, c'est la fonction qui calcule les hauteurs. Après, j'ai tracé des petites flèches ici, des petites flèches rouges qui correspondent à la pente. Alors si vous avez des souvenirs du cours sur les droites, la pente, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'avance de 1. Quand vous avez une droite, ici il y en a qui sont dessinées, quand j'avance de 1, là, dans ce cas-là je descends, toujours de la même façon, sous-entendu qu'on se déplace de la gauche vers la droite. Donc quand je suis sur une droite, je descends toujours de la même façon, j'ai un coefficient directeur unique. La direction ne change pas. Quand je suis sur une courbe, par définition, la direction elle change tout le temps. Donc à chaque abscisse, je vais avoir une direction différente, que je repère en regardant ce qui se passe quand j'avance de 1. Donc ici, quand j'avance de 1, je vois que la petite flèche rouge, pour le point d'abscisse M1, elle descend de 2. Je suis à 2 crans plus bas. Donc mon coefficient directeur local à cet endroit-là, c'est moins 2, moins quand ça descend. Je continue. Quand je suis au point qui est ici, là, quand j'avance de 1, je reste au même niveau. La courbe, elle fait un petit plat, là. Donc, que ici, bien sûr. Donc, ma pente, c'est 0. J'ai une droite horizontale, ici, une tangente horizontale.
Quand je suis là, au point numéro 3, je vois, d'après mon petit dessin, que quand j'avance de 1, je monte de 1. Quand je suis au point numéro 4, ben ici à nouveau, ben je suis localement horizontal, donc 0. Ici, quand j'avance de 1, je descends de 3. Vous voyez que c'est plus raide que tout à l'heure, donc j'ai moins 3. Et là, on a une jolie pente. Donc quand j'avance de 1, je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moins 7. Donc ici, en bas, j'ai écrit la liste des coefficients directeurs de ma courbe. Il y a une bonne image pour voir ça, c'est que la fonction f, qui est écrite en noir ici, c'est comme si on faisait du vélo sur une montagne. Et bien on aurait une descente ici, on arrive au fond d'une petite vallée, on passe de l'autre côté, on remonte et on redescend à nouveau. Là, c'est très raide. Donc la hauteur du vélo, au cours de son trajet, c'est représenté par la fonction f. Et l'effort qu'on fait à vélo, pour se déplacer dans ce sens, eh bien c'est représenté par le coefficient directeur. Si l'effort est négatif, ça veut dire que la pente nous entraîne, c'est même pas un effort, ça avance tout seul. Donc on n'a rien à faire. Puis quand l'effort est positif, eh bien ça veut dire qu'on doit pédaler pour monter, c'est le cas ici. Plus l'effort est positif, plus c'est dur de monter, plus la pente est raide. Et quand vous avez l'effort à 0, c'est que vous êtes ici au cas limite où finalement c'est horizontal et que, alors en vrai on doit quand même forcer parce qu'il y a des frottements, mais en vrai il n'y a quasiment rien à faire pour faire avancer le vélo. Ou en tout cas, on a un effort qui est nul. Voilà, donc c'est une bonne métaphore en fait. Les hauteurs sont données par la fonction f de la montagne et l'effort qu'on fait à vélo est donné par la liste de ses coefficients directeurs. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de tracer pour chaque x, de placer un point qui va nous montrer comment changent ces coefficients directeurs quand on se déplace le long de cette courbe. Alors ici par exemple, pour le point d'abscisse 1, pour M1, j'ai une pente de moins 2. Je vais tracer la pente de moins 2 ici. Quand je suis au point M2, j'ai une pente de 0. Quand je suis au point M3, j'ai une pente de 1. Donc pour x, je prends le même abscisse, une pente de 1, donc je suis ici. Pareil, j'ai pris comme unité 1 carreau pour 1. Quand je suis au point M4, ici, j'ai à nouveau une pente de 0. Quand je suis au point M5, je descends, donc j'ai une pente de moins 3. Et quand je suis au point M6, j'ai une pente de moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive là. Et vous voyez qu'en fait, mes points, ils décrivent une courbe aussi, que je peux tracer à main levée. Cette courbe représente la liste des coefficients directeurs pour chaque endroit où je suis à vélo, par exemple. C'est la liste de l'effort à vélo. Ici, quand l'effort est négatif, je descends. Là, l'effort devient positif, je suis en train de monter. Et là, l'effort est à nouveau négatif, je descends. Remarquez qu'ici, on a un moment où l'effort est maximum, c'est l'endroit où la pente est la plus raide. Ici, on est au-dessus du 0, ça monte un petit peu, juste après le point M2, on monte un petit peu. Quand je suis là, l'effort est à nouveau égal à 0, ça veut dire que quand j'arrive presque ici, la pente n'est pas très raide, je suis presque à l'horizontale, donc je monte un petit peu. Puis entre les deux, il y a un endroit où je monte le plus fort, c'est là. Donc je monte doucement, je monte fort, et je monte doucement. Je monte doucement, je monte fort, je monte doucement. Ici, au début, je descends relativement fort jusqu'à avoir une pente qui est plus douce. Je descends beaucoup, je descends qu'un tout petit peu, j'arrive à l'horizontale. De l'autre côté, je suis à l'horizontale, je redescends un petit peu au démarrage, puis après je redescends effectivement de plus en plus fort, on voit que la pente s'effondre. Donc cette fonction qui représente les pentes, c'est justement ça qu'on appelle la fonction dérivée. Donc ce qu'on peut retenir de la fonction dérivée, vous l'aurez dans vos formulaires, c'est que quand la dérivée prend des valeurs positives, c'est que la fonction est croissante. Moi je dis souvent, pour simplifier, elle monte. Sous-entendu qu'on va de gauche à droite. Quand votre dérivée prend des valeurs négatives, c'est que la fonction est décroissante, donc elle descend. Pareil pour l'autre côté. Et cas intéressant, c'est justement quand la dérivée vaut 0, ce sera un cas qu'on étudiera très souvent, et bien c'est l'endroit où il y a des bosses, soit un creux ici, soit une bosse. C'est le terme exact mathématique, ce sont des extrémums, un minimum ou un maximum. Ça veut dire qu'on passe par un point plus bas que les autres, pente à 0, on passe par un point plus haut que les autres, pente à 0. Voilà, c'est vraiment le principe de base de cette histoire de dérivée. C'est très important de retenir ça. Et en fait, dans la plupart du temps, on commence par avoir un formulaire qui va nous donner la fonction dérivée. Une fois qu'on aura ce formulaire, qu'on aura calculé la fonction dérivée, bien on va résoudre une équation, de savoir quand est-ce que la dérivée est positive, pour savoir quand ça monte.
quand c'est que la dérivée est négative pour savoir quand ça descend, et quand c'est que la dérivée est nulle. Je vous invite à regarder le cours sur les équations du second degré, la petite vidéo qui reprend ça de façon assez simple. Alors, quelques exemples d'application de tout ça. Toujours sans calcul ici, on imagine qu'on a une fonction qui a été tracée. Là, je le place correctement. Et donc, je veux représenter la fonction dérivée de cette fonction-là, donc sans formulaire. Je rappelle qu'après, vous aurez un formulaire pour les connaître. Donc voilà, là, j'ai une montagne, en fait, et je vais regarder l'effort que je fais à vélo. Alors, j'ai quelques indications, des petites flèches qui ont été dessinées qui correspondent à mes pentes. Donc effectivement, ici, par exemple, la première chose à faire, c'est de chercher les bosses. Au sommet des bosses, on sait qu'on a une pente horizontale. Une droite horizontale, donc une pente qui vaut 0. Donc là, ici, on a 0. La dérivée va passer par là. J'ai une autre bosse ici. Et bien là, je vois bien que j'ai à nouveau une pente qui vaut 0. Et après, on regarde, je vois que pour arriver ici, à cette pente qui vaut 0, la fonction est en train de descendre. Ça veut dire que je dois donc arriver depuis des valeurs négatives. Ensuite, donc j'en ai un exemple ici. Ici, la pente, j'ai mis moins 3. Donc ça sous-entendrait que ce point-là, il vaut moins 3. Ensuite, pour rejoindre, quand je suis ici, pour rejoindre la bosse suivante, je passe par des valeurs positives, puisque je monte. Donc là, il y a un effort à faire à vélo, ça ne descend pas tout seul. On peut regarder à peu près ici, si on voulait dessiner une flèche, pour avoir une idée. Allez, on peut dire que ce serait peut-être une pente qui serait comme ça, je la dessine des deux côtés. Voilà. Donc cette pente-là, je peux l'estimer à 2 sur 1, donc à 2. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc j'aurai une valeur ici, à 2, qui serait la pente la plus raide de toute l'histoire. Ensuite, ici, j'ai à nouveau ma valeur 0. Puis là, je redescends. Et à cet endroit-là, j'ai dessiné. Alors la flèche, attention, elle va dans l'autre sens parce que j'ai plus de place sur le graphique. Mais c'est bien quelque chose qui descend. Donc quand j'avance, sous-entendu de la gauche vers la droite, je descends. Avec une pente de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que j'aurai la valeur de ma dérivée qui serait moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, pour le dernier. Donc je peux tracer ma liste de pentes qu'on appelle entre nous la fonction dérivée. Sans avoir utilisé de formulaire, là c'est qualitatif. Voilà, comme ça. Et puis elle va aller par là. Voilà. Donc, cette fonction-là, au départ, la fonction f, on lui associe sa fonction dérivée qui représente l'effort. Attention, je rappelle, il ne faut pas trop regarder si la fonction rouge monte ou descend. La fonction rouge, la fonction dérivée, il faut juste regarder quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle vaut 0, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle vaut 0 et quand c'est qu'elle est à nouveau négative. Ça veut dire je descends, j'ai une bosse, je monte, je descends. Ça s'appellera le tableau de variation. On va donc dessiner ça après de cette façon-là. Je fais quelques remarques comme ça. Ça descend, ça monte et ça descend. C'est ce que vous ferez systématiquement quand vous étudiez une fonction en utilisant les signes de la dérivée. On va faire un autre exemple qui a sa petite particularité, qui est sympa aussi. Donc celui-là, on a donc à nouveau une fonction qui fait une sorte de... Ça s'appelle un point d'inflexion, cette forme-là. Donc là, ici, je vois que j'ai une pente nulle, donc c'est facile à faire. Là, j'ai ma fonction qui est donc croissante, qui monte, avec une pente de 3. Donc pour ce x-là, ma pente, elle vaut 3. Et l'autre côté, attention, ne vous laissez pas avoir par cette flèche qui est dirigée vers le bas. Quand on se déplace dans ce sens, ça monte. J'aurais pu faire la même en dessus, là, mais ça sortait du graphique. Donc, avec quelle pente j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'avance de 1, je monte de 5. Donc là, j'ai une pente à cet endroit-là, à 5. 2, 3, 4, 5, ici. Donc, vous voyez que j'ai une fonction qui monte tout le temps, en fait. Mais qui nous fait un petit plat entre les deux. Donc, comme elle monte tout le temps, si je trace à peu près à l'œil ce truc-là, j'ai quelque chose qui est comme ça. Donc, j'ai une fonction de pente, une fonction dérivée qui ne va jamais passer sous l'axe, qui ne prendra jamais des valeurs négatives, mais qui vient toucher ici, en un seul point, la valeur 0. Donc on a quelque chose qui monte beaucoup, qui monte de moins en moins. Vous voyez que je me rapproche de la valeur 0, ça monte beaucoup, ça monte de moins en moins, jusqu'à arriver à 0. Puis ça remonte encore. Vous voyez, jamais elle n'est descendue, on a toujours des valeurs positives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc ça arrive, on peut l'avoir dans l'autre sens, on peut avoir ça descend, ça touche. Je vous laisse deviner ce que ça donne. Mais voilà, c'est dans le cas où ma dérivée en fait ne traverse pas l'axe horizontal, elle est toujours du même signe. Donc si elle est du même signe, soit elle est en dessous comme ça descend tout le temps, mais ça vous fait un point d'inflexion, ça fait un truc comme ça.
en noir plutôt, puisque ce serait la fonction de hauteur, hein, la fonction f, voilà. Et là, vous avez une dérivée qui aurait la tête en bas dans l'autre sens. Ici, on a le cas contraire. Voilà, ces deux cas existent et il faut les connaître. Donc la plupart du temps, quand vous avez une dérivée qui est nulle, c'est pas ça, c'est le cas d'à côté, c'est que vous avez une bosse. Hein, là, ici, la dérivée est nulle, j'ai une bosse, la dérivée est nulle, j'ai une bosse. Mais il faut se méfier, il existe ce cas de temps en temps du point d'inflexion. Donc c'est un cas qu'il faut reconnaître. Maintenant, on va faire l'exercice dans l'autre sens, c'est qu'on va commencer par avoir des dérivées, puis on va essayer de regarder qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme courbe avec ces dérivées-là. Donc ça ne se voit pas trop à la caméra, mais ça c'est bien rouge, hein, ces deux courbes-là. On va essayer de fabriquer cette fois-ci la courbe noire. Donc la première chose à faire, c'est de dire, il y a une seule chose que je connais, c'est que j'ai affaire ici à une dérivée qui vaut 0. Donc il y a une bosse quelque part. Il faudrait savoir si on a affaire à une bosse ou si on a affaire à un creux. Si j'ai affaire à cette situation comme ça, ou si j'ai affaire à une situation comme ça. On voit qu'ici, si j'ai ça, avant d'arriver à la bosse, je monte et après je descends. Ça veut donc dire que ma dérivée est positive, puisque ça monte, et après négative. Là, avant d'arriver à la bosse, je descends et après je remonte. Donc j'ai une dérivée négative et après positive. Dans mon cas ici, je vois bien que je suis plutôt... Vous voyez, là, j'ai une dérivée qui est d'abord positive et après négative. Donc j'aurais plutôt ce cas-là, je monte d'abord et je descends après. Alors, pour le tracé, on peut choisir. Le problème, c'est que le sommet de la bosse, ça peut être n'importe où. Là, on n'a aucun moyen de savoir, parce que si vous prenez une montagne qui est de cette tête-là, et que vous prenez la montagne qui est peut-être 100 mètres plus haut, mais que c'est exactement la même forme, je descends un petit peu, quand vous êtes à vélo, c'est pareil l'effort que vous faites. Vous montez, après vous descendez, vous montez, après vous descendez. Ça veut dire qu'en fait, la fonction dérivée, elle va être la même pour toutes les fonctions qui sont simplement décalées les unes des autres. Ce sera les mêmes pentes. Voilà, donc ça, c'est une petite chose à repérer. Donc là, en fait, j'ai le choix pour faire ma bosse où je veux. Je pourrais la faire là, je pourrais la faire là-dessus. Alors, comme je viens de voir ici que ça monte et ça descend, peut-être que pour mon dessin, je vais me mettre là, mais j'aurais pu faire n'importe où. Donc ici, ça veut dire que j'ai une bosse quelque part. Je rappelle, on peut choisir la hauteur de ce point où on veut. Là, tant qu'on n'a pas de calcul pour le faire, on n'a aucun moyen de savoir à quelle hauteur est la bosse. Si on connaissait la fonction f, on pourrait effectivement calculer pour cette abscisse-là la valeur de la hauteur de ce point. Mais là, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai une tangente horizontale ici, et avant, ça descend et ça monte. Donc, on peut essayer de tracer aussi là qualitativement. Là, je vois que ma dérivée, elle fait grosso modo 2,5. Ça veut dire que quand je suis en x égale... ici, ça fait 3, c'était plus facile à faire. Et là, 3. Donc, quand je suis là, quand j'avance de 1, je monte de 3. Ma pente, elle serait comme ça. Ici, puisque ma valeur vaut 3. Donc, ça veut dire j'avance de 1, je monte de 3. Si je me mets de l'autre côté... où c'est que j'ai une valeur simple ici, j'ai moins 3, là je vais avoir la même de l'autre côté. Donc ici, quand je suis ici, ça veut dire que quand j'avance de 1, hein, pour ce point-là, quand j'avance de 1, puisque ma dérivée vaut moins 3, je descends de 3. Donc j'ai une flèche qui est là. Donc je peux même faire la même de l'autre côté, à l'envers, pour reprendre le cas qu'on avait avant. Et donc je peux tracer ma fonction, elle aurait, c'est à peu près cette tête-là. Voilà. Elle continuerait sa vie de... Pas comme ça. Voilà. Donc voilà la fonction qui pourrait, mais une autre fonction qui serait décalée de la même façon. Hein. Imaginons que si j'avais pris le point ici, je peux faire exactement le même raisonnement. Voilà, puisque j'ai dit que je peux le prendre où je veux, faut que je sois plus bas. Donc ici j'aurais une pente de 3. Donc il faudrait même regarder comment on descend. Je pourrais faire un dessin assez proche, hein, avec une courbe qui serait comme ça. Je ne vais pas revenir dedans. C'est qualitatif ici, il n'y a pas de calcul derrière, donc on ne peut pas bien le faire. Et vous voyez, si je fais ça, je peux avoir exactement les mêmes pentes. Toutes ces courbes-là pourraient être des fonctions dont la droite rouge ici est la dérivée. Alors cette histoire de dérivée qui est une droite, c'est ce qui se passe quand on a des équations du second degré à résoudre. Je vous laisse regarder la vidéo des équations du second degré, elle est quand même essentiellement basée là-dessus. Et là, vous allez avoir un peu les calculs qui sont derrière, c'est une bonne... application pour passer de la compréhension globale aux calculs qui ne sont pas très compliqués, il y a des formulaires, c'est pas le problème. Alors, un autre cas de figure ici, un autre exemple, donc cette fois-ci j'ai une dérivée qui n'est plus une droite, qui est une courbe. Alors, première chose, on cherche les bosses. Alors attention, la bosse, c'est pas là, c'est pas la bosse de la dérivée qu'on cherche, hein.
Quand j'ai une bosse dans ma fonction f, eh bien ma dérivée, elle vaut 0. Ici, vous voyez, on voit que la dérivée vaut 0 à l'endroit où j'ai la bosse. Donc, je vais chercher quand c'est que les dérivées valent 0. Ici, il y a deux endroits. Donc, j'ai deux bosses. Donc, comme tout à l'heure, j'ai aucun moyen de savoir à quel endroit se situe le point, hein, puisque les courbes peuvent être décalées. Donc, je fais au hasard ici. Je vais supposer que ma bosse... Alors, je peux peut-être réfléchir un petit peu à ce que je fais avant. Ouais, j'ai dessiné un petit repère là. Qu'est-ce qu'elle fait, ma dérivée? Ben avant, elle a des valeurs négatives, ici. Hein, là, on est en dessous du 0. De là à là, elle prend des valeurs positives. Et ensuite, après, elle a à nouveau des valeurs négatives. La courbe rouge est sous le 0. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle descend, elle remonte, et elle descend. Voilà. Puisque les pentes négatives, je descends, les pentes positives, je monte. Et donc, j'ai des sommets ici. Donc ça, on va voir que du coup, c'est bien, on a fait, je vais marquer là, plus, moins. Donc on a bien un creux suivi d'une bosse. Alors pareil, là ici, maintenant, c'est qualitativement, on n'a pas la fonction qui nous permet de calculer la position des points exacts. Bon, donc puisque ça descend, ça monte, ça redescend, je vais essayer de mettre au hasard. Donc on va dire, je commence ici, on va dire voilà, ici, là, j'ai un point. Alors je vais d'abord placer la bosse, pardon. On va commencer par placer la bosse, allez, à cette hauteur-là. N'oubliez ce point-là. Donc là, j'ai une bosse. C'est pas terrible parce que ça doit descendre. Je vais me reprendre, hein, ça doit descendre. Donc on a le droit, mais c'est juste que j'ai pas assez de place sur mon dessin. Je vais la faire plus basse. Donc je recommence. Je vais la mettre ici. C'est pour ça que c'est bien de faire ça avant, hein, pour pas se tromper. Donc encore une fois, n'importe quel point serait valable. C'est juste parce que je ne veux pas sortir de mon quadrillage. Donc ici, j'ai effectivement la position d'une bosse. Alors ce que je sais, c'est que pour aller d'une bosse à l'autre, puisque je prends des valeurs positives, je dois monter. Donc ça veut dire que la bosse suivante, elle ne peut pas être plus bas. Elle est sur cette verticale là, quelque part, mais pas plus bas. Alors on pourrait faire finement, essayer de voir, tiens ici par exemple j'avance de 1, après je monte un peu moins, voir comment évolue le tracé. Il y a quand même un truc intéressant, c'est que là, au point le plus haut de la dérivée, c'est là où la pente sera la plus raide, elle sera avec une valeur de 3. Donc là, à ce moment-là, vous allez monter doucement, vous allez monter beaucoup, et vous allez ensuite remonter doucement. Donc ça veut dire je monte doucement, ça fait ça, je vais le dessiner ici, pour que vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Vous voyez là, je suis presque en dessus du 0, donc je monte doucement, là je monte doucement, et au milieu je monte fort. Donc ça fait je monte doucement, je monte fort, et je monte doucement. On aura quelque chose qui aura cette tête, avec le point le plus raide. Ah, je suis passé au-dessus, pardon. Je monte doucement, je monte fort, je monte doucement. Et donc le point le plus raide, c'est là. Alors, allons-y. Là, je vais dessiner un peu au hasard, hein, c'est pas le but de... Voilà, donc je vais mettre le point le plus raide ici. Je peux quand même voir que sa pente est 3. Alors, allez, imaginons que je mette ici un point de pente 3. Je fais bien un sur le côté 3 là. Donc en reculant, c'est 3 aussi. Voilà, et puis donc, on va dire que, allez, à l'œil, le point, la bosse suivante, elle est sur cet axe, elle est bien plus haute, elle est là. Voilà, et après ça redescend. Donc, j'ai une courbe qui fait cette allure-là, elle va descendre, elle va passer là, elle va revenir ici, et après elle redescend de plus en plus. Voilà, c'est le même exercice qu'avant à l'envers. Donc c'est encore une fois que du qualitatif. Normalement, vous pouvez vous amuser à dessiner des courbes F en noir, dessiner qualitativement la dérivée en rouge, c'est l'exemple d'avant, et inversement, choisir une dérivée, puis trouver une fonction F, dont une parmi les fonctions F, dont cette courbe rouge pourrait être la fonction dérivée. Voilà, je voulais aussi parler d'une petite chose en plus. Vous avez des logiciels de dessin qui utilisent la dérivée pour tracer les courbes. Ça s'appelle des courbes de Bézier. Là, ici, c'est le logiciel Inkscape. Vous voyez, chaque point, il a ces fameuses, ce que je dessine en rouge, c'est les dérivées. Alors, il y en a de deux sortes. Nous, celle qu'on utilise, c'est celle-là. Non ratée, pardon, je vais mettre la bonne forme. Vous avez la même chose des deux côtés. C'est pour ça que moi j'ai toujours fait mes flèches dans les deux sens.
voyez, si on fait plus ou moins fort, on change la forme de la courbe. Mais on peut avoir des dérivées à gauche et à droite qui sont différentes, auquel cas on a une pointe. Alors vous ne le rencontrerez pas ça dans les fonctions que vous allez étudier. C'est des fonctions qui sont faites par morceaux, c'est pas le même calcul à gauche qu'à droite, et donc c'est pas la même dérivée à gauche qu'à droite. Mais le logiciel, lui, sait faire, ce qui fait qu'on a un effet de pointe ici, on peut aussi aller de l'autre côté, hein, comme ça. Et nous, on a des dérivées comme celle-là, vous voyez. On peut faire des points d'inflexion, la dérivée, on peut s'amuser. Donc ces logiciels-là, très pratiques pour tracer des belles courbes, ils utilisent éminemment la fonction dérivée pour pouvoir, ils ont un point, une pente, et ils essayent de passer d'une pente à l'autre, en passant d'un point à l'autre, ce qui fait que la courbure change, la pente. Donc ça, c'est un petit peu préparatoire, il n'y a pas de calcul, mais c'est bien d'avoir compris comment ça marche. Bon courage à tous.